Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous rejoindre pour cette journée exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que ce sera une exception. 20 ans, c'est qu'une seule fois dans la vie. 20 ans déjà, donc on a commencé Émergence, ce parcours-là ensemble pour certains d'entre vous, peut-être pour plusieurs d'entre vous, comme Philippe qui est ici avec moi, Philippe Houssel, directeur pédagogique d'Émergence. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble sur les bancs de l'hypnose. Bonjour. Alors, on va faire plusieurs choses aujourd'hui. Moi, je vais vous parler un peu de l'évolution de l'hypnose pendant ces 20 ans et un peu plus. Et puis ensuite, on va rencontrer des journalistes, on va parler de burn-out, et puis après, il y aura des initiations cet après-midi. Donc voilà, on va commencer tout ça. Alors, je vais démarrer, moi, une application. Je vais faire en sorte que ça se passe bien. Déjà, je n'ai pas fait les choses comme il faut, je crois. Alors, il faut faire ça. Voilà, ça c'est pour vous qui êtes à distance. Il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Voilà. Voilà, 2001, je crée Émergence, institut de formation en recherche et formation en hypnose et communication thérapeutique. Émergence succédait à une association qui a organisé des formations depuis 1994. Donc, ça nous ramène 7 années plus tôt. Quant à moi, j'ai été formé en hypnose en 86-87, donc quelques années plus tôt aussi. Et quand j'ai rencontré l'hypnose, j'étais interne en psychiatrie. Et l'hypnose était un tout petit arbre qui poussait à peine, voilà, qui était perdu dans la forêt du monde médical. C'était l'arbre de l'hypnose. J'ai toujours pensé à ça comme un arbre qui peut croître ou non. Voilà, les petits arbres, ils ont quelquefois un destin favorable et d'autres fois, ils s'arrêtent. Mais ça a toujours été un outil de soin, l'hypnose. L'émergence n'existe pas sans l'intérêt pour les patients, même si l'émergence, c'est pour former des professionnels de santé, pour former des formateurs, pour diffuser l'hypnose, c'est toujours au bénéfice de gens qui sont en difficulté et parfois des difficultés sévères. Donc, apprendre à soigner avec l'hypnose, apprendre à soigner le mieux possible. Oui. Je continue. Voilà, je ne sais pas pourquoi je continue, mais je continue. Voilà. Et je pense qu'il y a eu un petit bug quelque part. Un petit bug technique. Donc, je ne sais pas si vous nous entendez à distance, mais enfin, en tout cas, pour ceux de la salle, on se débrouille. Hein. Bon. Quelquefois, on peut appeler ça une transe d'alerte. Hein, hein, c'est ça. Hein. Hein? Oui, que tout ne se passe pas toujours comme on voudrait. Mais avec les patients, c'est pareil. Hein. C'est bon? Ah là là, ça y est, c'est bon. Donc, je parlais de ceux qui ont besoin de l'hypnose. De ceux qui ont besoin de l'hypnose. Et nous, on est là que pour les aider et les servir.
de notre mieux. Donc, on doit avoir des compétences les plus précises et les plus justes possibles. Et c'est à ça que sert Émergence. Voilà. Former le mieux possible des gens qui sont en difficulté. Donc, je disais Émergence 2001. Mais le monde de l'hypnose, par contre, je ne peux pas non plus changer de diapo. Si, voilà. Ça paraît important quand même de se rappeler que l'hypnose n'apparaît pas en 2001 quand je crée Émergence, n'apparaît pas non plus en 86 quand je démarre la formation, mais bien avant, puisqu'on fait remonter les racines de l'hypnose. Si on pense toujours à une notion d'arbre, les racines, ce sont les patients, mais ce sont aussi les philosophes des Lumières. Je pense que c'est important de repenser à ça avec les grandes idées qui sont la liberté individuelle, le développement individuel, la capacité à changer de statut social. Vous savez, c'est juste avant la Révolution française. Donc, ils ont créé pas mal de bazar, ces gens-là, avec leurs idées. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Beaucoup de choses difficiles, mais beaucoup de choses intéressantes. Donc, mais c'est aussi l'idée de transmission qu'il y a dans la philosophie des Lumières, dans l'humanisme. Donc, penser l'humain, et l'humain comme un univers. Chaque humain est un univers avec une infinité de ressources, comme me dira Erickson un peu plus tard. Un immense magasin de solutions. Encore faut-il savoir les activer. Et dans ces racines aussi, on reciter un tout petit peu cette expérience ou ce moment où ce médecin viennois est arrivé à Paris parce qu'il n'avait pas été bien accepté chez lui à Vienne, ce qu'il racontait qu'on pouvait soigner des gens à distance. Ce qui était dans l'époque complètement impossible, puisque la médecine est purement matérialiste, en 1780, 1790. Matérialiste, ça veut dire qu'il faut un support matériel aux soins. Et lui disait que non, on pouvait faire autrement. Voilà, donc ça n'a pas plu aux autorités, ça n'a pas plu parce que ça a bien fonctionné. Il a montré qu'on pouvait faire des soins nouveaux, très très différents de ce qui existait à l'époque. Comme ça a réussi, ça n'a pas plu. Il y a eu des commissions d'enquête de l'ARS et du ministère de la Santé, de la Direction générale de la Santé, etc., qui ont dit qu'effectivement, la manière dont il présentait ce type de soins n'était pas cohérente. Et donc, il ne fallait pas suivre son exemple. Et puis, ils ont quand même dit aussi une chose, c'est que si les gens allaient mieux dans les soins-là, ce n'était pas du fait d'une espèce de procédé un peu curieux, voire sulfureux, mais c'était du fait de l'imagination des gens. Et ce terme d'imagination est très, très important, parce que l'imagination, c'est devenu en quelque sorte l'inconscient plus tard. Ça a été bien décrit par Hélène Berger, qui fait un très, très beau bouquin sur l'histoire de l'inconscient. L'imagination va devenir l'inconscient va devenir quelque chose d'assez compliqué dans la psychanalyse, puis l'inconscient va devenir un immense magasin de ressources chez Erickson. Mais cet inconscient, c'est aussi l'imagination, et on va sûrement reparler d'imagination dans les minutes qui viennent. C'est pour ça que ce moment est important dans l'histoire. C'est vraiment un changement de paradigme dans le monde de la médecine qui, de pur matérialiste, accepte ou intègre ou commence à intégrer des dimensions qu'on appellerait plus tard psychologiques ou relationnelles ou interactionnelles. C'est-à-dire aussi que le thérapeute a un rôle important dans la réussite du soin, ce qui n'est pas toujours agréable pour tout le monde d'ailleurs, puisque si ça marche, le thérapeute peut être assez content, si ça ne marche pas, c'est toujours de sa faute. C'est un peu normal d'ailleurs. Donc voilà, il y a une histoire qui est derrière nous, il y a des patients qui sont là, il y a une histoire, et puis il y a des formations. Quand je suis formé, puis quand je commence à faire des formations, en gros, c'est pour les gens qui s'intéressent ou qui s'occupent de troubles psy. Anxiété, douleurs chroniques, dépression, les phobies, etc. Donc c'est plutôt dans ce monde-là que l'hypnose est utilisée.
est transmise, même s'il y a déjà, là on voit sur cette photo, j'allais me tourner, je n'ai pas besoin, mais on voit ici sur cette photo un kinésithérapeute de Saint-Malo, par exemple, qui était venu se former. Mais on est dans le monde psy, la souche en fait de l'hypnose en France, mais c'était comme ça aussi à l'international. C'est en gros, on pense psychologie, troubles psychiques. Par exemple, le formateur qui est sur la deuxième photo en bas à droite, c'est un psychologue américain qui s'appelle Ernest Rossi. C'est un des premiers intervenants étrangers que j'ai fait venir à Rennes. Ça, c'est le tout début des formations. Et puis, il y a en France, et en France tout particulièrement, il y a un très, très grand virage qui va se prendre en 2000 et qui va concerner l'ensemble de la France petit à petit et sous l'impulsion d'un anesthésiste. Et c'est important de lui rendre hommage dans des moments comme ça. J'étais sur un peu d'émotion quand je pense à ça. Et à lui, puisqu'il est là sur la photo, tout à fait à gauche, il s'appelle Alain Thomas, il est anesthésiste, on va le revoir en photo tout à l'heure. Et qui a eu la conviction, il était formé à l'hypnose déjà, anesthésiste à Rennes, à la Sagesse, et il a eu la conviction que l'hypnose serait importante dans le monde de l'anesthésie. Très importante. Tellement importante qu'il a voulu qu'on organise un congrès ensemble à Vannes en 2000. Et là, c'est la photo des conférenciers. On voit par exemple là, au milieu Marie-Madeleine Polomini-Lucas avec son, je sais pas quoi, son manteau blanc, là, qui actuellement est à Toulouse et qui continue à travailler avec l'hypnose. Mais il a cette idée-là et il arrive à me convaincre d'organiser ce congrès pour des anesthésistes, qui au départ ne m'intéressent pas du tout. Mais enfin bon, il est tellement convaincant que voilà, je fais ça avec lui. Ça se passe bien. À l'époque, c'était en début avril, le temps était épouvantable. Épouvantable. Il a fait de la pluie, 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 sauf ce jour-là. Ce jour-là, il a fait un temps lumineux, radieux, plein de soleil. Le lendemain, de nouveau, il faisait un temps épouvantable. Et on a vu ça comme un signe des dieux. Voilà. Hein. On n'est pas... Voilà. On a eu de la chance. Et c'est pour ça que la photo, là, c'est à la fin de... C'était une journée de congrès. Je ne sais plus comment s'appelait l'endroit, d'ailleurs. Conlo, c'est ça. Tu étais là? Non, je n'y étais pas, mais je ne connais pas. Ouais. Voilà, donc on fait ce premier congrès qui se passe bien. Du coup, c'est Alain qui dit il faut qu'on en fasse un autre. Alors, hop, rebelote, Saint-Malo. Saint-Malo en 2001, la première fois que j'organise un événement à Saint-Malo. Voilà encore Alain. Et puis le professeur Fémonville qui est venu à ce premier congrès en 2000 et en 2001. Le professeur Fémonville qui avait déjà fait des publications extrêmement importantes puisqu'elle avait déjà mis en évidence, mais on va retrouver tout à l'heure l'impact de l'hypnose sur le fonctionnement cérébral. Donc voilà, ce deuxième congrès se passe bien, il y a un peu plus de monde, et puis Alain, très, très organisateur, avait fait une évaluation, demandé aux gens s'ils voulaient se former en hypnose, et de fait, beaucoup de gens voulaient se former en hypnose. Alors il m'a dit, Claude, tu vas créer une formation en hypnose. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, ne compte pas sur moi, j'ai autre chose à faire dans ma vie que de m'occuper des anesthésistes. Alors il m'a dit si, tu vas le faire. J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit oui. Bon, voilà. Mais ça s'est fait toute une soirée chez lui. Après 2 ou 3 heures, il m'a épuisé. Et je lui ai dit je suis d'accord pour 2 ou 3 ans. Voilà, ça fait 20 ans. Mais il avait une force de conviction très, très importante. Et il était absolument convaincu que c'était à faire. Voilà. Donc, sa conviction a fini par remporter la mienne. Ça, c'était une partie des participants à ce congrès de Saint-Malo. Saint-Malo, nous retournerons dans quelques mois. Voilà. Donc, cette salle-là a été rénovée. Elle est aujourd'hui un peu plus belle, mais elle était déjà bien à l'époque. Hein. Et ce qu'on ne voit pas, là, c'est que sur tout le côté de l'écran, il y a la mer.
la mer, les bateaux, tout ça. Et du coup, ben voilà, on organise une formation à laquelle participe par exemple le docteur Philippe Poussel, qu'on voit ici, avec mon beau-frère, et Yves Alphon, formateur et directeur de l'Institut de Normandie. Voilà, une autre photo, c'est en 2004, c'est le premier stage d'hypnose qu'on avait fait à la Sagesse. Mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Il y a utiliser l'hypnose dans le monde de la douleur aiguë, enfin, c'est nouveau en France, mais ce n'est pas nouveau dans l'histoire, puisqu'il y a eu des époques où l'hypnose a déjà été utilisée en chirurgie. Mais ça ne se fait plus nulle part. Hein. Ça se fait plus nulle part. Ça se fait quand même un petit peu aux États-Unis. Il y a un tout petit courant qui a existé, mais qui a été très, très marginal. Et très marginal parce que ceux qui ont fait de l'hypnose dans le monde de la chirurgie avant les années 2000 hein, utilisaient les techniques d'hypnose très directives. Il fallait donc sélectionner de manière importante les patients. Et seuls quelques patients pouvaient bénéficier d'hypnose, alors que maintenant, avec les techniques ericksoniennes, eh bien, la personnalisation, l'adaptation à chaque patient, eh bien, l'idée a changé et on peut proposer de l'hypnose à tous les gens qui sont intéressés. Donc, c'est un sacré changement dans la manière de penser l'intérêt de l'hypnose. Voilà, donc les premières applications au bloc opératoire, là c'est toujours à Rennes. Et qu'on voit en bas à droite, c'est le docteur Gainsburger. Voilà, donc la douleur aiguë est lancée. Et donc à Rennes, ici, on va être largement le pilote de ce nouveau processus de soins qui va se développer beaucoup. Donc on va faire beaucoup de formations ici, mais on va aussi, et on le reverra tout à l'heure, aller dans beaucoup d'établissements transmettre ces compétences-là. Et puis un jour, il est question de faire une formation beaucoup plus courte parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers suffisants dans ce service de soins. Et ils m'ont demandé de faire une formation de 3 jours qui a été discutée avec Franck Bernard, avec Hervé Muzelec, pour arriver à faire un processus de formation très court qu'on appelait la communication thérapeutique. Voilà, c'était, comme on dit, un one-shot, c'était fait pour une fois. Mais apparemment, ça a bien plu aux gens à qui on a transmis cette formation. Ici, on voit Gilles Besson qui était formateur avec moi. Ça a bien plu. C'est quoi la communication thérapeutique? C'est mettre en place tous les prémices qui vont permettre de faire de l'hypnose. Comme ça a bien plu, on en a fait une dans les locaux d'il y a 20 ans. C'était mon cabinet à l'époque. Et cette communication thérapeutique, elle va prendre une ampleur tout à fait inattendue. Ça aussi, c'était une graine qu'on a plantée parce qu'elle n'existait pas à l'époque. Enfin, elle existait puisqu'on n'aurait pas planté autrement. Enfin bref, on l'a semée, elle a poussé de manière absolument considérable. On a, je ne sais pas combien de centaines de formations on a pu mener en communication thérapeutique et dans des dizaines ou je ne sais pas combien d'établissements en France, je n'ai pas fait de calcul. Mais par exemple, vous voyez ici, c'est l'hôpital de Grenoble. Et l'hôpital de Grenoble, ils ont comme ambition de former tout le personnel de l'hôpital de Grenoble, c'est-à-dire 5000 personnes. Pourquoi ils ont cette ambition-là? Parce qu'ils ont compris que tous les soignants devraient maîtriser les bases de l'interaction avec les patients. Parce que c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les écoles de médecine ou dans les écoles dentaires ou dans les écoles de kiné. Et ils se sont rendus compte de ça aussi parce qu'ils ont fait des premières formations il y a quelques années. Ils se sont rendus compte que c'était très profitable aux patients et c'est très profitable aux professionnels de santé. Donc c'est un projet, voilà. Alors c'est une ambition très importante. Après, la réalisation, elle sera peut-être pas aussi facile que ça. Mais je disais que c'est pas enseigné dans les écoles comment dire, on appelle ça les formations initiales. Peut-être que demain, ça va commencer à être enseigné dans les formations initiales. C'est pour ça que j'ai mis une autre photo là, qui est en dessous, c'est l'hôpital d'Alès, où toute l'équipe des enseignants
de l'école d'infirmière veut faire une formation spécifique en formation, enfin en communication thérapeutique, pour transmettre et enseigner la communication thérapeutique à tous les élèves qui passent chez eux. Et ça, Emmanuel Bozelli, qui est ici, est largement au courant du projet, puisqu'on était ensemble il y a quelques temps là-bas. Et ça, c'est une... voilà, je pense que ça va se faire et que ça peut devenir un modèle pour d'autres établissements, d'autres écoles, alors école d'infirmière, école de kiné, école de médecine, école dentaire, école de... Enfin, bref, toutes les écoles, toutes les formations initiales, que tout le monde ait un minimum de compétences dans la communication avec les patients. Alors, cette communication thérapeutique a été diffusée par beaucoup d'autres instituts aussi maintenant, et c'est très bien comme ça. Alors, le paysage de l'hypnose, moi, quand je démarre, je suis formé à Paris avec un certain nombre de collègues, évidemment. Et puis, chacun retourne dans sa région d'origine. Enfin, chacun, un certain nombre de ces gens-là commencent à diffuser autour d'eux aussi, à transmettre, à travailler, quoi, chacun dans son coin, faire des petits bouts d'institut, des petits bouts de formation, certains plus rapidement que d'autres. Jusqu'au moment où un de nos collègues médecins de Vaison-la-Romaine propose de créer une confédération avec ces instituts qui ont commencé à se faire dans le Nord, dans le Sud, en Bretagne, en Normandie ou ailleurs, à Paris. Et va naître la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Alors là, c'est aussi un moment important, c'est 1996, donc c'est avant qu'Émergence n'existe. Mais cette confédération va permettre de faire du lien, de relier des gens qui se connaissent déjà, plus ou moins, qui se voient quand il y a des formations collectives à Paris, mais après, qui ne se voient plus, quoi. Et ça va permettre d'abord de mieux se connaître, mais aussi de vérifier qu'on travaille dans le même sens, de partager nos connaissances, de les ajuster. Et puis, ça va permettre aussi, donc par des congrès qui se font tous les 2 ans, ça va permettre de diffuser les nouveautés, tout ce qui apparaît au fur et à mesure du temps. Et puis de créer une charte éthique de l'utilisation de l'hypnose dans le monde de la santé, avec des règles éthiques qui sont à respecter par tous les instituts, qui sont très importantes, qui sont simples finalement, mais qui sont importantes. C'est de n'utiliser l'hypnose que si le patient en a besoin, d'abord, que n'utiliser l'hypnose que dans le cadre de la santé, du soin, donc dans le cadre médical, de n'utiliser l'hypnose qu'avec des patients avec qui on a des compétences suffisantes. Par exemple, si je suis psychiatre, je ne suis pas compétent, moi, pour faire pour réduire une luxation de l'épaule. Voilà, ce n'est pas mon champ de compétence. Ce n'est pas parce que je fais de l'hypnose que je sais tout faire avec. Loin de là, d'ailleurs. Contrairement à ce que certains pensent, une fois qu'ils ont appris à faire de l'hypnose, ils pensent qu'ils peuvent faire tout type de soins. C'est tout à fait faux. Donc, ces liens vont devenir précieux parce que de ces petits villages, là, isolés les uns les autres, il y a une communauté qui va commencer à se construire, tout doucement, mais sûrement. Donc, là aussi, quelque chose qui va pousser comme encore un arbre. Et ça va permettre de faire venir de faire des échanges avec des formateurs qui viennent d'autres instituts, comme ici le docteur Colombo de Suisse ou le docteur Méglé qui vient de Toulon, et qui viennent parler de l'hypnose à leur manière, avec des choses communes, mais aussi des choses originales à chaque fois. De la même manière, moi, j'irai dans d'autres instituts ailleurs. Donc, il y a toute des échanges qui s'installent, mais aussi des échanges qui vont commencer à s'installer au niveau international. Alors, on n'a pas été précurseur ici, enfin moi, je n'ai pas été précurseur dans ce domaine-là. Il y a d'autres instituts qui avaient déjà fait venir des internationaux, en particulier venant des États-Unis. Moi, je vais commencer. Le premier intervenant international, c'est Ernest Rossi. On trouve notre photo ici en 2005. Vous voyez en haut à droite, là, Madame Viraud. Voilà. De la photo en haut à gauche. Voilà, international.
En 2008, Gaston Brosseau, Teresa Robles du Mexique, Gaston Brosseau du Canada. Donc, ces gens-là, tout le monde connaît l'hypnose, tout le monde pratique l'hypnose, tout le monde utilise l'hypnose, tout le monde propose l'hypnose aux patients, mais avec des cultures différentes. Et il y a la culture américaine, la culture canadienne, qui est assez différente de la culture des États-Unis, puis la culture mexicaine, qui est encore plus différente, parce que l'hypnose, il y a des socles, il y a des manières de faire communes, mais il y a aussi toujours un parfum culturel, et c'est très, très important, là aussi, d'entendre ça, de le recevoir, de travailler, de modifier la pratique. Ça la rend chaque fois un peu plus souple, ça la rend chaque fois un peu plus adaptable. Parce que ça, c'est un mot important, le mot d'adaptation. Un des grands projets de toutes les formations et de continuer des formations, c'est d'être adaptable. Parce que il ne suffit pas de savoir s'occuper d'un patient et de reproduire après à l'infini. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut pouvoir s'adapter à chaque patient, chaque situation, dans chaque rencontre. Et pour ça, il faut de la souplesse, il faut des connaissances. Et c'est ce qui va se faire grâce à ces enseignants internationaux. Ici, il y en a quelques autres. Consuelo Casula d'Italie ou Christophe Clash de Pologne, qui est l'actuel président de la Société internationale d'hypnose, et qui était venu au premier congrès, enfin, un congrès en 2005, organisé par la Confédération francophone. Voilà, donc on se connaît depuis une vingtaine d'années et on s'estime beaucoup. Et puis, ces échanges internationaux vont aussi permettre de créer un autre tissu, voilà, qui est plus large, qui est beaucoup plus large. Et c'est le tissu avec des instances internationales. Jusqu'en 2005, la France est un peu en dehors de tous les circuits. Et moi, j'ai été président de la Confédération francophone entre 2003 et 2005, c'est ça. Et en gros, c'est là que j'apprends qu'il existe une société européenne d'hypnose. Là, en haut à droite, là, il y a une réunion une assemblée générale de cette société européenne à Vienne. Donc, il existe une société européenne. Bon, bah, c'est un peu une surprise. C'est un peu une surprise, c'est assez bizarre, moi, parce qu'en 2003, moi, je fais déjà de l'hypnose depuis plus de 15 ans et je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc voilà, on est allé mettre notre nez là-dedans avec un certain nombre de collègues. On est parti à Vienne. En haut à gauche, c'est sur les terres de Milton Erickson à Phoenix. C'était un peu plus tôt, en 2004. En fait, le lien entre la France et le monde international va juste commencer là, quoi. Donc, vous voyez, au départ, c'est un tout petit groupe, et puis il y a des liens francophones, puis des liens internationaux qui vont se faire, et aussi vont être précieux. Et puis, on va faire un plus grand groupe pour partir à un congrès mondial d'hypnose. C'était très chic d'aller au congrès mondial d'hypnose, surtout que c'est à Acapulco. Alors, on a fait des choses bien, on a tous fait des t-shirts, des casquettes, des machins. Et on était 35, un groupe de Français, beaucoup de la région de Rennes, beaucoup formés par émergence, mais pas tous. Pas tous. Et c'est là aussi que les internationaux se rendent compte qu'en France, il y a un mouvement d'hypnose extrêmement dynamique, alors que personne ne savait que ça existait. Pour beaucoup, en Europe et à l'international, l'hypnose, enfin, la France était restée à l'ère de la psychanalyse et qu'on pratiquait une sorte d'hypnose psychanalytique un peu désuète, qui était abandonnée partout. Donc d'ailleurs, quand j'ai fait mes premiers pas moi, avec la Société internationale, et quand j'ai fait le dossier moi, pour que la Confédération francophone soit intégrée à la Société internationale d'hypnose, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient non, 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 pas la France. La France, c'est trop compliqué. Non, non, non. Donc, voilà, il a fallu convaincre et expliquer ce qu'on faisait pour qu'on soit admis comme membre de la Société internationale d'hypnose. Vous voyez, tout ça, c'est encore du lien, c'est encore des ferments, c'est encore on pourrait, si on gardait une métaphore d'arbre, on pourrait dire de l'engrais qui va faire que tout ça, ça pousse aussi chez nous. Et puis nous, on a aidé les autres à grandir aussi, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, on a bien participé à tout ça.
en particulier au sein de la société internationale, où la France a trouvé une place, et une place très importante. Aujourd'hui, la France, donc on est en 2021, est un des deux pays qui a le plus d'influence dans le monde de l'hypnose, avec l'Allemagne. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Mais vous voyez ici tous les pays qui sont membres de la Société internationale. Donc, il y en a, je ne sais plus combien, je devrais savoir, mais enfin, il y en a 35 peut-être, ou 33. La France est le petit bout en rouge, là. Mais ce n'est pas étonnant que la France ait pris aussi une grande importance, parce que la France est la terre d'origine de l'hypnose. Toute l'hypnose qui existe au monde, elle est issue de la France. C'est la France qui a inventé l'hypnose. Et dans toutes les formations qui existent au monde, première chose que les gens disent, la France, l'hypnose vient de France. C'est la référence. C'est la référence. Donc, beaucoup de gens au monde étaient très contents que la France revienne dans la communauté internationale. Et ben, ça nous a permis aussi à nous de croître, de prendre confiance en nous. Je pense que ça a été très important. Je me souviens, le premier congrès d'hypnose où on était allé à Vienne, enfin le premier congrès d'hypnose international, on était allé avec un certain nombre de collègues. Non, ce n'est pas à Vienne d'ailleurs, c'était à Acapulco, le premier. Et on discutait après les conférences, nous-mêmes, on a fait des présentations. On ne savait pas quel niveau on avait ou quelle valeur on avait, si ce qu'on faisait, nous, en France, était bien. Bon, donc on avait des doutes sur nos compétences. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait des choses qui étaient peut-être aussi bien que les gens qui venaient d'autres pays. D'ailleurs, ils nous ont dit aussi. Donc, ça permet aussi de prendre confiance et de se sécuriser, de trouver de la sécurité. Et plus on a de sécurité par rapport à notre outil thérapeutique, et mieux on va aussi travailler et aider des gens. Donc, c'est très important, tous ces échanges-là, pour chacun d'entre nous, quoi. Et puis tout ça, ben aussi, ça va permettre l'émergence ou l'intégration ou le développement de l'hypnose dans de nouveaux métiers. Je vous ai dit que les premières années, moi, quand j'ai fait ça, c'était que les gens qui étaient plutôt dans le monde psy, mais très vite, le domaine de la douleur aiguë, par exemple, va permettre de travailler en chirurgie dentaire. La première formation en chirurgie dentaire, elle n'est pas si ancienne que ça. Je crois que c'est 2010, un truc comme ça. Tu sais peut-être, Xavier? Non, c'est peut-être 2010. Alors, on n'est pas précurseur en France de l'hypnose en chirurgie dentaire. Les Allemands avaient commencé les choses bien avant nous. Mais voilà, on a pu intégrer les chirurgiens dentistes dans les formations, et puis avec bonheur. Donc, on continue, bien sûr. En haut à droite, là, c'est pour faire penser aux kinésithérapeutes. Là, c'est aussi un domaine extrêmement important d'aider les gens sur le plan corporel, mais aussi d'aider les gens sur le plan, on va dire, mental, ou sur le plan de la conscience, et de mixer tout ça. Un autre métier un peu surprenant aussi qui a beaucoup intégré l'hypnose, c'est le métier de la radiologie. Ce n'est pas du tout non plus imaginé, mais en fait, ça sert à beaucoup de patients. Et puis, j'ai mis en bas là, deux illustrations. Une qui est en bas à droite, qui n'est pas trop une surprise, mais quand même, c'est l'utilisation de l'hypnose avec les enfants, et y compris des enfants. Là, ça représente un service d'oncologie, des enfants qui sont finalement en difficulté majeure, qui passent longtemps à l'hôpital, qui font des soins complexes, parfois douloureux et surtout répétitifs, et qui quelquefois s'engagent dans des refus de soins. Eh bien, l'hypnose va changer totalement les soins pour ces enfants-là, et l'ambiance même des services dans lesquels l'hypnose est utilisée, parce que du coup, c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et je dis d'abord pour le patient, mais pas que pour le patient, parce que pour bien travailler aussi dans tous les services de santé, eh ben, il faut que nous-mêmes, on soit en sécurité, il faut qu'on soit confortable, il faut qu'on soit efficace. Et l'hypnose apporte tout ça. Et puis, alors, une
une branche qui s'est aussi développée, alors celle-là plus récemment, qui a été vraiment une surprise pour moi. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. C'est la capacité d'aider des gens qui sont dans des services de gériatrie, dans des EHPAD, des gens qui sont quelquefois avec des difficultés, on dit cognitives, quoi, de mémoire, de compréhension, des difficultés d'expression, tout ça. Eh bien, voilà, des gens qui ont des compétences pour aider des personnes âgées, voire très âgées, vont pouvoir intégrer l'hypnose pour aider ces patients-là, pour les soins, pour le confort, pour le stress, pour l'anxiété, pour le sommeil, la dépression. Enfin, je ne sais pas, c'est pas une liste exhaustive. Et ça, c'était vraiment une surprise, quoi. Mais c'est aussi parce que l'hypnose que moi j'ai reçue en 86, qui existait avant, hein, que j'ai reçue, a été quand même beaucoup modifiée, beaucoup adaptée, beaucoup assouplie, beaucoup mieux comprise au fil du temps avec tous ces échanges, etc., dont j'ai parlé. Et ben, ça a permis, voilà, par exemple, d'ouvrir aujourd'hui des formations spécifiques pour les personnels de centres de gériatrie. Demain, je ne sais pas, demain on verra, mais il y aura certainement encore de nouveaux métiers. Je n'ai pas mis tous les nouveaux métiers, hein, j'en ai mis quelques-uns comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, c'est pour faire penser qu'à partir de l'hypnose un peu réservée à un champ d'application, eh bien, ça s'est ouvert, et ça s'est ouvert, et ça s'est ouvert, et ça s'ouvrira encore. Alors, avec des nouveaux métiers, des nouvelles orientations, ben, il faut des nouveaux formateurs, et c'est très important de penser aussi aux formateurs, alors les formateurs d'émergence, mais les formateurs de tous les instituts qui existent en France ou dans le monde. J'ai mis Bruno Dubos là parce que c'est un de mes collègues d'origine, mais il est dans le monde psy comme moi. Voilà. Et puis après, ben, il a fallu, ou naturellement, de nouveaux formateurs se sont déclarés, dont Franck Bernard, qui sera là tout à l'heure avec nous, et qui est devenu le référent de la formation de l'hypnose en douleur aiguë. On a fait un bouquin tous les deux ensemble en 2010. Donc, formateur en hypnose, anesthésiste, formateur en hypnose, c'était impensable 10 ans avant. C'était impensable, ça n'avait pas de sens, quoi. Voilà. Et puis en bas, là, on a Pierre Legrand, qui est un médecin généraliste, mais j'aurais pu mettre un formateur en kiné, un formateur en chirurgie dentaire, comme Xavier Pénin qui est là, un formateur en soins infirmiers, un formateur en radiologie, etc. Donc des nouveaux métiers qui intègrent l'hypnose et qui acquièrent la compétence de transmettre eux-mêmes dans leur métier, mais souvent au-delà aussi. Et ces formateurs, eh ben, pour qu'ils soient compétents, il faut qu'ils se mettent à jour tout le temps aussi. C'est comme un soignant, quoi. Un soignant doit mettre à jour ses savoirs, ses compétences, acquérir ce qui se fait de nouveau. C'est extrêmement important, l'enseignement, la formation. Partout, tout le monde sait ça. D'ailleurs, je crois bien que dans le code de déontologie de médecine, je regarde mon ami, il doit y avoir une règle qui dit qu'on doit mettre à jour ses connaissances, non, dans le code de déontologie. Non, donc beaucoup le font, pas tous, mais beaucoup le font. Et ben, les formateurs, c'est pareil, quoi. C'est pas parce qu'on a appris à faire de l'hypnose qu'on devient formateur. Ça suffit pas. Et puis quand on a des compétences pour être formateur, c'est pas parce qu'on a les compétences que c'est suffisant. Et on s'est rendu compte de ça au fil du temps. Ici, Émergence, et on a été probablement les premiers à créer une formation de formateurs dès 2010, je crois, ou 2009. Une formation de formateurs, d'abord une journée, puis 2 journées. Tous les ans, les formateurs doivent faire ces 2 journées pour acquérir des compétences pédagogiques, pour savoir enseigner, mais aussi pour acquérir les outils que d'autres formateurs utilisent. On voit ici le Bruno Dubos qui transmet sa manière de travailler avec certains types de patients dans le cadre de la formation de formateurs. Mais c'est aussi, par exemple, en bas, là, apprendre à faire de la vidéo. Les vidéos sont extrêmement importantes dans l'enseignement.
c'est très, très utile de montrer comment on fait, de montrer les interactions avec les patients, de montrer les choses en situation le plus proche de la réalité possible. Ben, ça ne s'improvise pas non plus. Donc, tous les formateurs ici ont suivi une formation pour apprendre à filmer, apprendre à présenter une vidéo. Voilà, mais aussi c'est un moment, parce que les formateurs ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils sont un peu partout en France. Et donc, c'est un moment aussi de se retrouver, d'échanger, de discuter, de voir un peu ce qui se fait de nouveau à droite et à gauche. Et là encore, de créer de la sécurité, de créer du lien, de créer du réseau. Voilà, donc le groupe de formateurs a grandi. Aujourd'hui, ils sont à peu près 70 à être qualifiés par émergence. Voilà, pour aller porter des bonnes paroles à droite et à gauche un peu partout. Il y a quelque chose qui a été très, très, très étonnant pour moi aussi. Et puis partout, d'ailleurs, en France, on conçoit la formation comme étant, enfin en hypnose en tout cas, comme étant une salle. Voilà, on dit qu'on va faire une formation, puis les gens viennent. Voilà, moi j'ai fait les premières formations dans mon premier cabinet, enfin, ce n'était pas le premier, mais presque. Non, c'était le troisième déjà. Rue du Capitaine Maignan, certains se souviennent de la salle de bain, avec sa baignoire, n'est-ce pas, hein? C'est bien pour faire les exercices. Hein. Puis après, Avenue Barthou, puis ici maintenant. Donc voilà, c'était ça l'idée d'une formation. Bon, rien de nouveau. Et puis tout d'un coup, il est apparu nécessaire d'aller faire des formations ailleurs. Donc on a commencé à faire des formations à Marseille, et puis à Grenoble, et puis à Paris. Là, ce sont des photos qui viennent de là. Donc de délocaliser nos formations individuelles. Ça, c'était pas, pour moi, ce n'était pas une évidence au départ d'aller ailleurs comme ça. Et puis surtout, ce sont directement des établissements de santé qui ont demandé à ce qu'on vienne faire les formations, ce qu'on appelle les formations intra. Et la première que moi j'ai faite, c'était à Strasbourg, puis après à Colmar, je crois que c'était en 2005, 2004-2005. C'est un peu bizarre de prendre ma petite sacoche et de partir là-bas pour enseigner, pour rencontrer des gens dans leur service. Ça, c'était très, 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 très nouveau. Et puis, ça a pris beaucoup d'ampleur, ça, d'aller faire des formations. Donc, aujourd'hui, tous les formateurs, ils partent avec leur petite sacoche à droite, à gauche. Ils prennent le train, ils prennent la voiture. Ils vont comme ils peuvent. Quelquefois, c'est facile d'aller dans les établissements. Quelquefois, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut donc beaucoup d'engagement de la part des formateurs pour faire ça. Et il y en a de l'engagement. Donc, alors, ces établissements, on pourrait croire que ce sont des gros établissements de santé. Il y en a, comme à Nîmes, ici, en haut à gauche, là, dans lequel on fait des formations depuis plus de 10 ans, je crois. Ou à Brest. Hein, on a ici Chantal qui a été à l'œuvre pour qu'on travaille avec le CHU de Brest. Mais des établissements beaucoup plus modestes aussi, en volume, je veux dire, pas en qualité, mais dans lesquels on fait de l'enseignement. Là, c'est une clinique à Lyon. À côté, c'est un EHPAD. Donc, c'est aussi quelque chose, vous voyez, c'est un peu comme si au départ, ça poussait ici à Rennes, voilà, à Rennes, un petit peu à Paris, tout ça. Puis, hop, tout d'un coup, les abeilles sont allées polliniser d'autres établissements, d'autres régions. Ça, c'était assez une surprise dans le développement de l'hypnose, voilà, dans ma conception, moi, de l'enseignement. Et puis voilà, on a tous, et on continue tous à aller dans beaucoup d'endroits à chaque fois qu'on a besoin de nous. Alors, il y a d'autres instituts en France qui font la même chose, hein, qui vont aussi diffuser dans des établissements.
Alors, les congrès, moi, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. J'ai toujours organisé des événements. Et avant d'organiser des congrès dans le monde de la médecine, j'ai organisé des festivals de musique. Voilà, c'était à peu près la même chose. On ne parlait pas exactement des mêmes thèmes, ce n'étaient pas les mêmes personnes sur scène, mais le principe de l'organisation était toujours à peu près pareil quand même, les mêmes bases. Et donc, je commençais à organiser des congrès avec, je vous ai dit, Alain Thomas, là, à Vannes, à Saint-Malo, et puis après en 2005, de nouveau à Saint-Malo, le congrès de la Confédération. Et puis ensuite, après, moi, je participe à beaucoup de congrès en anesthésie à Rennes en particulier. Et puis à un moment, il est devenu nécessaire qu'on organise nos propres congrès. Et donc, on a commencé à organiser ce qu'on appelle les congrès internationaux hypnose et douleur. Ces congrès sont aussi extrêmement importants. C'est toujours pareil, quoi. Se connaître, se rassurer, se mettre en confiance, mais c'est aussi acquérir, quoi. Aller faire des nouvelles expériences, des nouveaux exercices, entendre l'état des recherches, l'état des expériences cliniques, comment ça se passe avec tel type de patient, quelles sont les méthodes qui ont été utilisées, testées, validées, pour pouvoir les reproduire, pour pouvoir les intégrer, augmenter sa capacité d'intervention, toujours plus souple, plus adaptable. Donc, ces congrès sont extrêmement précieux. Et ils sont précieux aussi parce que c'est un enseignement qui est, comment dire, qui est souvent sur des phases courtes. Les ateliers, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est des conférences, mais c'est un bain, ça dure toujours 3 jours, mais c'est un bain dans lequel les gens vivent ensemble pendant 3 jours. Donc, il y a une espèce d'alchimie qui se fait, à la fois très studieuse et très joyeuse, très intense, très intense. Et tout le monde en repart avec des nouveaux acquis au niveau, on va dire, du savoir, de la compétence, mais aussi des nouveaux acquis en termes de stabilité, de solidité. Vous voyez, je fais ce geste-là, les gens repartent avec plus de force, parce que souvent, il faut beaucoup de force pour pouvoir soigner les gens. Il ne suffit pas des techniques, hein. Les techniques, c'est bien, mais il faut bien d'autres choses que ça. Il faut des bonnes intentions, il faut de la sécurité intérieure, puis il faut de la force. Il faut de la force, parce que parfois, il faut être solide. Et bien, les congrès, ils apportent ça. Ils apportent vraiment cette énergie-là. Cette énergie-là. Parce que vous savez que dans le monde du soin, évidemment, chaque patient nous apporte de l'énergie. En tout cas, souvent, quelquefois, ben, c'est plutôt une perte d'énergie. Donc, voilà, il y a toujours un risque de s'épuiser. Donc, les formations, c'est formidable. Les congrès, c'est vraiment des sources d'énergie considérables. En tout cas, c'est comme ça que décrivent les gens qui participent. Dans ces congrès nationaux, nous, les congrès d'émergence, très bien, mais toujours pareil. Il y a aussi des congrès qui se font ailleurs, et avec comment dire, des couleurs différentes, mais on va retrouver le même niveau d'énergie, comment dire, la même intensité. Là, je vous ai mis 2 photos là, de congrès parce que ce sont deux pays émergents. 2 pays émergents dans le monde de l'hypnose. Ce sont probablement les 2 pays dans lesquels il y aura le plus d'hypnose dans 10 ans, dans 15 ans. En haut, c'est l'Iran, curieusement. On ne penserait peut-être pas à l'Iran comme étant une terre d'accueil de l'hypnose ou de développement de l'hypnose. Alors, j'ai mis cette photo-là parce que je la trouve cocasse. C'est la petite histoire, ça, dans la grande histoire. Vous voyez en haut à droite, là, il y a 2 photos. C'est l'imam Khamenei et l'imam Khomeini, donc Khomeini, comme on disait nous, et Khamenei, qui est l'actuel encore guide suprême. Et en Iran, pour pouvoir utiliser l'hypnose dans le cas thérapeutique, il a fallu obtenir une fatwa de l'imam Khamenei qui a autorisé l'utilisation de l'hypnose dans le monde médical.
Sinon, ça ne pouvait pas se faire. Et donc, dans les congrès à l'hypnose, peut-être ailleurs aussi, il y a toujours des photos du guide suprême pour veiller à ce que tout se passe bien. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est bien passé. On y était là-bas, je ne sais plus en quelle année, 2016, je crois. Mais c'est assez intéressant d'aller dans cette culture. Alors, vous voyez, par exemple, les idées reçues. Moi, je pensais qu'on allait... J'étais déjà allé en Turquie plusieurs fois. En Turquie, l'hypnose est très, très directive, très autoritaire, très, très traditionnelle. Et je pensais qu'en Iran, ce serait pareil. Pas du tout. Pas du tout. En Iran, c'est une hypnose très souple, très, très, très proche des modèles ericksoniens. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Du tout. Après, j'ai compris qu'entre l'Iran et la Turquie, ce n'est pas du tout pareil. Pas du tout la même culture. En Iran, il y a une culture, et Xavier qui est là, qui était avec moi, on a fait le même constat. C'est une culture très, très riche, je veux dire, intellectuellement, culturellement, etc. Et puis en bas, ce deuxième pays émergent que je vous ai mis là, c'est la Chine. La Chine qui a commencé à accueillir des formations en hypnose quelques années auparavant, et qui a organisé ce congrès en 2017, qui fait aujourd'hui beaucoup de formations en hypnose. Alors le potentiel est assez large, hein, puisque je ne sais plus combien, il y a 1 milliard de Chinois, donc, ou plus. Combien il y a de Chinois? Combien? 1 milliard, 500 millions de plus. Et en fait, la Chine, ils apprennent à faire de l'hypnose ericksonienne, la même qu'on fait en France. Et ils l'utilisent à peu près comme on fait en France. Alors évidemment, ils mixent ça un peu avec leur culture, leur savoir, leur monde, mais ils l'utilisent très bien. Et c'est vrai que dans ce congrès-là, j'avais fait une journée d'auto-hypnose, sur l'auto-hypnose, et je me disais, bon, est-ce que l'auto-hypnose, je vais faire l'auto-hypnose pas avec les Chinois comme avec les Français ou comme avec les Américains? Bah ouais, pareil. Donc la conscience virtuelle des Chinois fonctionne comme la conscience virtuelle des autres cultures. En Iran, c'est pareil. Donc voilà les Chinois. Mais toujours pareil, hein, il y a cette idée de confrontation avec d'autres mondes, avec d'autres manières de faire, d'autres traditions. Et c'est tout ça qui fait qu'en France, ça fonctionne aussi bien, le développement de l'hypnose. Tout ça joue un rôle là-dedans. Tout ça apporte de l'énergie, tout ça apporte de l'engrais, si je veux dire encore. Ah, puis celle-là, tiens. Celui-là, c'est un des moments les plus forts probablement de la vie d'un certain nombre d'entre nous dans le monde de l'hypnose, puisque c'est le congrès mondial qu'on a eu la chance d'organiser en 2015 à Paris. La petite histoire, ce n'est pas le premier congrès mondial d'hypnose en France. Il y en a eu un en 1889, il y en a eu un en 1900. Puis après, l'hypnose a été un peu mise de côté. Il y a eu un troisième congrès mondial d'hypnose en 1965, à laquelle Milton Erickson avait participé. Il avait fait une présentation de techniques par rapport aux douleurs chroniques, enfin la douleur chronique. Et puis, on a monté un dossier, puis la CFHTB, j'étais président à l'époque de... Non, j'ai été président après le congrès de la Société internationale d'hypnose, et puis ils nous ont attribué le congrès, et ça a mis en évidence aussi le dynamisme de l'hypnose en France, puisqu'on a fait le congrès le plus important de tous les congrès mondiaux d'hypnose. Il y avait 2500 participants dans ce palais des congrès de Paris. Voilà, c'était très très fort, évidemment. Cette salle est immense. immense. Voilà, donc c'était un moment important. Vous voyez, ce congrès-là, donc 2500 participants, mais ce sont 300 conférenciers qui viennent de, je ne sais plus, 40 pays différents, et puis des participants de 60 pays différents. Donc ça brasse, quoi. Ça brasse. Voilà, c'était un moment fort, ça. Ça, c'était 2000, Saint-Malo. Ça, c'était Paris 2015. Ça a poussé, hein?
ça a poussé. Je vois Nora qui est arrivée dans la salle aussi. On avait beaucoup travaillé pour monter ce dossier pour avoir le congrès de Paris. Hein. Mais on l'avait remis le jour prévu, à l'heure prévue et avec le contenu prévu. Donc, ça a convaincu les autorités internationales de nous l'attribuer. Le prochain là, ce sera Cracovie. Lui aussi, évidemment, le congrès de Cracovie a été reporté, mais il sera en juin 2022, quelques semaines après notre congrès de Saint-Malo. Pour ceux qui ne connaissent pas la Pologne et qui en particulier ne connaissent pas Cracovie, profitez de l'occasion, parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Magnifique, très beau, très sympa, très bien. Bon, les congrès, la recherche, évidemment. La recherche, on ne pourrait pas non plus voir le développement de l'hypnose comme il se fait depuis toutes ces années sans travaux de recherche. L'hypnose est à la fois une discipline artistique, j'aime bien la notion d'art médical. C'est un art au sens où il faut être créatif, inventif, s'adapter à toutes les circonstances. Là, donc, il y a une côté comme ça d'imagination avec chaque patient. Mais l'hypnose, c'est aussi un processus thérapeutique qui est complètement ancré dans le monde de la recherche et dans le monde scientifique, donc avec des preuves scientifiques, avec des expériences, avec des publications. Et ces recherches-là sont très importantes. Ici, je vous ai mis peut-être la première recherche d'ailleurs, qui a été publiée pour valider l'impact cérébral de l'hypnose. 99, ouais. Bon, je pense on en avait entendu parler en 96. C'était un moment important, ça aussi, c'est un virage dans l'évolution de l'hypnose en France, mais dans l'évolution de l'hypnose mondiale, puisque pour la première fois, il y a des preuves faites par des appareils d'enregistrement de l'activité cérébrale, et bien que entre un état de conscience ordinaire et un état une personne qui est en conscience ordinaire ou une personne qui est en hypnose, eh bien son cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Eh bien ça, c'était tout à fait nouveau. Hein. Jusqu'alors, le côté de sommeil avait été évacué déjà dans les années 50. On savait que ce n'était pas du sommeil, donc on savait que l'hypnose était un état de veille. Mais bon, voilà, un état de veille. Mais peut-être du placebo. Alors, à la même époque, il y a eu des études qui ont évacué aussi la question du placebo. Donc, l'hypnose n'est pas du placebo. Alors, l'hypnose, c'est quoi? Tout d'un coup, on dit l'hypnose, c'est une activité cérébrale spécifique. Et ça, c'était complètement… Est-ce que c'était imprévu? Je ne sais pas trop. En tout cas, ça a été une surprise. Et je me souviens bien quand Marie-Lise Fémonville est venue présenter cette étude-là, on était dans un congrès organisé par l'Institut français d'hypnose à Paris. Ça se faisait au Sénat. Il y avait peut-être 150 ou 200 personnes. Une salle très chic avec des beaux fauteuils, tout ça. Et quand elle a présenté cette étude-là, spontanément, tout le monde s'est mis debout pour l'applaudir. Standing ovation. Peut-être la seule fois de ma vie où j'ai vu ça dans un congrès. Parce qu'il faut voir qu'avant cette étude-là, on vivait avec l'hypnose sans avoir la moindre idée de ce que c'était. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus, mais voilà, un petit peu, grâce à Fémonville. Et d'autres après, hein, et d'autres comme Pierre Rabil au Québec, ou d'autres, on va en retrouver tout à l'heure. Et ça aussi, c'est un moment là une sorte de lumière nouvelle, quoi, à la fois de la lumière, mais aussi qui donne de nouvelles racines qui permettent d'inscrire l'hypnose dans la médecine scientifique. Et c'est une bonne chose. Alors, il y a des recherches qui se font avec des appareillages très compliqués, avec des moyens financiers importants, puis il y a des recherches qui se font avec des laboratoires de campagne. Hein. Ça, c'est le labo qu'on avait monté pour le congrès 2018, je pense, à Saint-Malo, puisqu'on profite des congrès pour mettre en place des travaux de recherche.
Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas toujours, très luxueux ou très onéreux, mais n'empêche que, euh, je redirai tout à l'heure, s'il y avait un petit peu d'argent dans la recherche, ce serait pas mal quand même. Ce serait pas mal quand même, parce qu'on fait souvent avec les moyens du bord et avec le temps personnel. Donc c'est bien, mais bon, ça a des limites, quoi. Voilà, là c'est Xavier Pacron. Et puis les recherches, c'est aussi par exemple cette recherche qu'on a menée avec nos stagiaires, nos participants dans des formations hypnose et douleur aiguë. On en a fait et on en fait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, on a pu faire une étude avec, là, il y a des résultats avec presque 1000 participants à propos du burn-out. La question, on s'est demandé, est-ce que l'hypnose, ça permettrait d'aider des gens avec du burn-out? Alors, la question, en fait, on l'a reformulée, mais je parle sous le contrôle d'Emmanuel Boselli qui a écrit la publication. La question était, est-ce qu'une formation à l'hypnose, ça permet ou ça change quelque chose par rapport au burn-out? Alors d'abord, ça a déjà permis, donc avec tous ces gens-là, on leur a fait faire passer ce qu'on appelle une échelle de Maslach, peu importe le nom d'ailleurs, enfin, une échelle on va dire en gros d'épuisement professionnel. C'est un peu plus que ça, mais c'est à peu près ça. Et bien, ça a déjà confirmé que vous voyez ici, les gens orange, rouge et noir, ce sont des gens qui sont en souffrance professionnelle. Donc, ça fait 40% dans notre étude. Là. Ça a déjà été dit ailleurs, mais ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de gens. N'empêche qu'à la fin de la formation, vous voyez, de 40% qui sont en souffrance, il n'y en a plus que 26% après. Autrement dit, la formation à l'hypnose, plus de confort pour travailler, plus de sécurité pour travailler, plus d'aisance à comprendre les patients, plus des relations meilleures, eh bien, ça soulage beaucoup, quoi. Ça soulage beaucoup. Et ça, c'est une connaissance qui commence à. Je disais tout à l'heure, à l'hôpital de Grenoble, l'hôpital de Grenoble, je cite celui-là parce que c'est quelque chose dont j'ai discuté très, très récemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'établissements, des directeurs d'établissements qui commencent à se rendre compte qu'effectivement, mieux communiquer, avoir des outils pour soulager les gens, avoir des outils pour les accompagner, eh bien, ça va permettre aux professionnels de santé d'aller mieux, donc de mieux travailler, de mieux accompagner les patients. Donc, c'est vraiment tout bénéfice. Mais cette étude-là est extrêmement importante parce qu'elle le montre, quoi. Elle le montre, en tout cas, dans le cadre de la formation. Alors, il y a une autre phase de l'étude qui sera faite un jour ou l'autre, c'est est-ce que ça perdure, quoi? Est-ce que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après? Mais c'est une autre étude et là, elle sera sûrement un peu plus compliquée à faire que celle qu'on a menée. Et donc, la recherche, ça se fait dans beaucoup de pays au monde. Et il y en a en France, bien sûr, mais il y a beaucoup de pays au monde et il y a 2 types de recherches. Il y a des recherches fondamentales sur les processus, on va dire en gros cérébraux ou autres processus corporels ou la manière dont ça peut fonctionner l'hypnose. Et puis la recherche clinique, c'est-à-dire comment on peut prouver que l'hypnose appliquée avec tel ou tel type de pathologie ou tel type de patient est utile. Et en fait, ces 2 mondes-là, la recherche fondamentale et la recherche clinique, depuis toujours, sont des mondes qui fonctionnent chacun dans leur coin. Et ben voilà, cette connexion ne s'était jamais trop faite. Et au Congrès de Paris en 2015, donc au sein du bureau de la Société internationale, il a été décidé de faire une première fois un lien entre les différents types de chercheurs. Et ça a satisfait tout le monde. Et puis ensuite, il a été question l'expérience a été reproduite à plus grande échelle en 2018 à Montréal, avec plusieurs groupes de chercheurs. Et là, c'est l'ensemble des gens qui étaient impliqués dans ces travaux.
Donc il y a à peu près 60 personnes là, pour discuter ensemble. Voilà, qu'est-ce qui est important en hypnose, qu'est-ce qu'il faudrait, dans quelle direction il faudrait travailler, comment les gens qui font de la recherche fondamentale pourraient répondre aux questions que se posent les gens qui font de la pratique clinique. Enfin, c'est encore assez nouveau, mais c'est aussi une vraie impulsion nouvelle dans le monde de l'hypnose de relier ces deux mondes-là, la pratique auprès du patient et la connaissance fondamentale. Donc ça, c'est une belle direction là, qui est prise et qui aura de l'impact dans la connaissance de l'hypnose, qui en a déjà, mais qui va continuer à avoir aussi de l'influence. On a parlé de recherche et de pratique. Et ben, est-ce que l'hypnose est performant? Alors, il y a des recherches cliniques, mais il y a eu aussi un travail qui a été très important aussi pour l'ensemble de la communauté de l'hypnose en France, qui a été dirigé par Juliette Guéguin pour l'INSERM. Donc, le titre est là, hein, évaluer l'efficacité de la pratique de l'hypnose. Donc, ils ont travaillé à partir de travaux, à partir d'études officielles, pour voir, d'une part, est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça c'est une chose importante. Et la deuxième chose importante, et c'est une chose qui est toujours un socle de toutes les pratiques médicales, c'est est-ce que l'hypnose est, comment dire, l'innocuité de l'hypnose, c'est-à-dire est-ce que l'hypnose peut être dangereuse ou pas? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des effets secondaires, etc. Et donc, ils ont conclu que d'une part, il y avait beaucoup de travaux qui prouvaient que l'hypnose est efficace, pas assez de travaux, donc voilà, toujours la recherche, il faut continuer à faire des publications. Donc voilà, très bien, on a compris le message. Sauf que, et là aussi, ce travail de l'INSERM le met bien en évidence, c'est assez difficile, voire très difficile, de faire des évaluations de l'efficacité de l'hypnose dans la pratique clinique, parce que les recherches de base demandent qu'on utilise le même protocole avec tous les patients. Donc, si je fais de l'hypnose avec 20 patients, je dois faire de l'hypnose pour un protocole de recherche, je devrais faire la même chose avec tout le monde. Sauf que les patients, c'est 20 patients différents. Quoi. Et que par nature, l'hypnose qu'on pratique aujourd'hui, c'est une hypnose différente avec chaque patient. Et donc, après, quand les statisticiens veulent regarder les résultats, ils disent bah oui, mais vous n'avez pas fait la même chose avec les différentes personnes, donc on ne peut pas valider vos résultats. Donc, il y a un hiatus qui existe là aussi entre les chercheurs, enfin les gens qui font de la recherche clinique, et les méthodologies de recherche. Ça, c'est un sujet qui est en train d'évoluer. Ça a été bien mis en évidence aussi à Montréal. Et ce hiatus, il existe aussi avec les gens qui font les publications, les revues de publication des recherches qui disent bah oui, mais vous n'avez pas fait le même protocole avec tout le monde, donc on ne peut pas publier. Ce n'est pas scientifique. Donc ce hiatus-là, il n'est pas encore levé, mais en tout cas, beaucoup de gens sont bien conscients aujourd'hui. Il y a quelques pistes pour le lever, mais ça suppose de changer même quelque chose dans le modèle même de l'esprit scientifique. Mais voilà, c'est des choses qui sont en cours, qui permettront de mieux vérifier l'efficacité de la pratique de l'hypnose. Et puis voilà, ça a montré aussi qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou il n'y a pas de risque rapporté dans la littérature par rapport à la pratique de l'hypnose, ce qui n'est pas très étonnant puisque c'est un processus naturel qui est juste amplifié par nos méthodes. Un des grands sujets aussi qui a et qui continue à préoccuper toute la communauté hypnotique, là, partout où elle est, c'est l'hypnose génère un état de conscience modifié. Mais bon, la conscience, c'est quoi? Alors, il y a des bouts de réponse à droite à gauche. Moi, j'ai la mienne, qui est assez nouvelle d'ailleurs, que j'ai créée il y a 1 an ou 1 an et demi. Se demander qu'est-ce que c'est que cette conscience? Alors, voilà, conscience du réel, conscience critique, et puis cette imagination qu'on a appelée inconscient, puis immense champ de solutions et de ressources d'Erikson. Nous, ici, maintenant, on l'appelle la conscience virtuelle.
qui a donc toutes ces… Voilà, on commence à décrire les uns les autres, je dirais presque, on commence à faire de l'anatomie de la conscience virtuelle. On a commencé à décrire un peu comme à une époque, les gens ont commencé à décrire le corps avec des bras, des jambes, des oreilles et des poumons. Ben voilà, on commence à décrire des choses, mais c'est très sommaire, c'est très, très, très sommaire. Mais les connaissances sur la conscience en elle-même aujourd'hui sont assez sommaires. C'est une des raisons pour lesquelles le prochain congrès, donc, qui devait avoir lieu en 2020, va réunir un certain nombre de chercheurs sur la conscience, voilà, avec différents points de vue, et que tous ces gens qui vont se réunir ont tort, voilà, mais ils ont le moins tort possible. Mais dans 5 ans et dans 10 ans, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur la conscience sera obsolète, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus en train de raisonner ou de chercher seulement comment marche le cerveau, ça c'est super important, mais aussi comment fonctionne la conscience. Et cette conscience qui est au cœur de tous les processus hypnotiques, donc ça nous intéresse au plus haut point. Donc on a besoin des modèles, on a besoin des idées comme ça pour cheminer avec ça. J'ai déjà… Ah, mince. On va arriver à terminer très vite. Un autre grand sujet de changement, ça a été aussi d'évolution, ça a aussi été la transmission au grand public. Et la transmission au grand public, moi je vois là-dedans quelque chose qui est dans les valeurs des philosophies des Lumières, de l'humanisme, c'est de partager le savoir, voilà. De ne pas garder le savoir comme s'il était interdit, comme s'il était précieux, enfin, il est précieux, mais comme s'il était caché, mais de le partager. Moi, j'ai eu un peu de mal à faire ça. Je n'étais pas très promoteur de ce sujet-là, mais puis finalement, un jour, j'ai été invité par Maët Chantrel à donner une conférence à l'Espace des Sciences à Rennes, ici, puis finalement, je l'ai fait, et puis je me suis rendu compte que j'avais tort, et qu'en fait, tout le monde est capable d'entendre, de comprendre et d'intégrer et de mieux se représenter ce que c'est que l'hypnose, et mieux le public se représentera ce que c'est que l'hypnose. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin aussi qui a été publié là, il y a quelques mois, pour aider les gens à s'approprier aussi l'objet hypnose, le modèle hypnose, pour pouvoir mieux savoir quand est-ce que ça pourrait les aider, auprès de qui, dans quelles circonstances. Ça a permis aussi, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, de créer une formation d'auto-hypnose pour tout public. Voilà, c'était quelque chose aussi qui était très, très nouveau. Et puis, ça fonctionne très bien. Donc, et cette formation auto-hypnose pour tout public, en fait, c'est une patiente qui m'a presque engueulé parce que je ne formais que des professionnels de santé. Et qui m'a dit, mais enfin, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Tout le monde devrait savoir faire de l'auto-hypnose. Donc, allez-y, quoi. Elle avait raison. Voilà, juste, voilà, aussi quelque chose de nouveau, c'était l'usage d'Internet, et ça a permis, pendant le confinement, l'année dernière, au mois de, je sais pas quoi, mars-avril, là, de mettre des vidéos sur une chaîne YouTube, comme on dit. Là, ça fait… Maintenant, je parle d'une chaîne YouTube. Il y a 1 an et demi, quand je parlais de chaîne YouTube, ça me paraissait… c'était très, très bizarre. En tout cas, des vidéos dont tout le monde peut se servir là, pour aller bien. Donc, voilà, les gens qui ont participé à ces vidéos-là, il y en a quelques-uns ici avec moi, dont Stéphanie, par exemple, qui est là-bas. Hein. Mais il y a un problème. Voilà, il y a un gros problème. Alors, je cherchais une métaphore par rapport à l'arbre. Alors, je me dis, je ne sais pas, si c'est des ronces qui poncent, des mauvaises herbes, ou des champignons, ou je ne sais pas quoi. Bref, l'arbre est quand même menacé. Il est menacé parce que l'hypnose, ça permet d'aider des gens. Apprendre à faire de l'hypnose, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'apprendre à la pratiquer. C'est donc avoir des compétences très larges, très étendues, remises à jour tout le temps, pour pouvoir aider les gens. Et donc, il y a des gens en France qui ont… Il n'y a pas qu'en France.
qui se sont dit, bah, tiens, on faisait déjà des formations à la sophrologie, on faisait déjà des formations en coaching, on faisait déjà des formations à je ne sais pas quoi. Et ben, faisons aussi des formations à l'hypnose. Donc, ils ont commencé à proposer des formations très light, très courtes, des formateurs qui ne sont pas professionnels de santé non plus, et puis qui sont ouvertes à tout public. Donc, n'importe qui aujourd'hui en France peut apprendre à faire de l'hypnose et recevoir une espèce d'autorisation à soigner tous les gens qui veulent. Il n'y a aucune règle en France, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun cadre, il n'y a aucune... Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup étendu. On aurait, il y a 10 ans, peut-être je vous aurais dit, oh, c'est un épiphénomène, c'est machin. Mais aujourd'hui, non, ce n'est plus du tout ça. C'était une erreur de ma part, là aussi. Non, non, c'est beaucoup plus embêtant que ça. D'autant que nous, on a mené une enquête avec Ipsos, là, il y a quelques mois. Et on a posé la question aux gens. Quand vous êtes face à un, entre guillemets, un soignant, est-ce que vous savez s'il est professionnel de santé ou non? 80% des gens disent non. Ils ne font pas la différence. Donc, ils ne font pas la différence entre un psychologue ou un généraliste ou un, je ne sais pas quoi, moi, qui va leur proposer de l'hypnose avec quelqu'un qui a fait une formation de quelques jours et qui dit oh, oui, mais moi, je sais faire de l'hypnose, je sais faire de l'hypnose. Mais oui, il faut savoir faire de l'hypnose, c'est bien. Mais savoir soigner, c'est autre chose. Hein. C'est bien autre chose. C'est bien autre chose. Et donc, ce constat-là nous a amené à développer un annuaire spécifique des professionnels de santé. Ça, c'est voilà, ça, c'est on en reparlera dans 10 ans pour savoir si ça a impulsé aussi une nouvelle direction, une nouvelle branche dans le monde de l'hypnose en France. J'espère que oui. Un annuaire qui est spécifique des professionnels de santé. Je crois que beaucoup de professionnels de santé n'ont pas encore compris l'importance de se faire reconnaître, de se lier, de créer ces réseaux, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance pour les patients, pas pour eux. Pas pour eux. Moi, je n'ai rien à faire d'être dans un annuaire. Mais pour les patients, je préfère que les patients sachent qui rencontrer pour faire des soins dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Donc cet annuaire, je vous invite tous d'abord à venir voir à quoi il ressemble, mais aussi à le diffuser. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent chez moi qui me disent « Mais j'ai demandé à mon généraliste à qui je peux aller voir ?» Il m'a dit ben, « Je ne sais pas, regardez sur Internet. » Quand on regarde sur Internet, on arrive sur Internet. Quoi. Voilà. Et on ne sait pas où on arrive. Bon, quelques lignes de futur, selon moi, c'est voilà, l'enseignement initial. C'est intégrer cette conscience virtuelle ou intégrer la conscience dans tous les soins. Donc, penser qu'au-delà d'un corps, au-delà d'une dent, au-delà d'une épaule, au-delà d'un trouble de sommeil, au-delà d'un accouchement, il y a une personne avec une conscience virtuelle, avec une histoire, et puis des ressources, quoi, des compétences, des capacités, et lui permettre, dans toutes les circonstances, de les utiliser. Et puis le futur, c'est d'avoir de l'argent. L'argent, c'est surtout pour faire de la recherche. Pour mener des protocoles de recherche, c'est complexe. Les chercheurs qu'on a à Émergence sont extrêmement présents, dynamiques et tout ça, mais bon, à un moment donné, ça prend beaucoup de temps et il faut des processus, il faut des déplacements, il faut des rencontres et tout ça, donc il faudra des sous, hein, Emmanuel. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui, j'espère, arrivera, on aura des idées. Et puis l'avenir, une grosse branche de l'avenir, ça aura aussi un impact en feedback partout, c'est la reconnaissance de l'hypnose par l'OMS. Alors, il y a un processus qui est en cours, qui est mené au sein de la Société internationale d'hypnose, avec le soutien on va dire, en collaboration avec la Société européenne. Et c'est en bonne voie, mais c'est très long. C'est très long parce que là aussi, il faut faire des dossiers, des études, des rencontres. Or, la Société internationale n'a pas beaucoup non plus de moyens financiers. Hein. C'est pas mieux doté que l'hypnose en France. Mais ça avance.
Il y a une réelle volonté de l'OMS d'intégrer l'hypnose, ce qui permettrait aussi une diffusion beaucoup plus mondiale et en particulier de permettre à des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir bénéficier de formation, d'enseignement, de tout ce que nous, on bénéficie ici. On ne se rend pas compte à quel point on est nantis, mais ce n'est pas le cas partout. Bon, en tout cas, voilà, un paysage qui est très vivant. Je pense que c'est encore le matin du monde de l'hypnose. Là, il n'est pas à son apogée, loin de là. Loin de là, ça pousse de partout, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Penser en termes de santé publique, c'est-à-dire, là, par exemple, le fait que l'hypnose soit, que les professionnels de santé soient formés avec des bases minimum en communication thérapeutique, c'est de la santé publique. Que les patients rencontrent des professionnels compétents, c'est de la santé publique. Et je trouve que pour l'instant, les autorités de santé publique ne prennent pas bien les choses en main, mais bon, ça viendra. Ça viendra. Penser en termes d'écologie, j'aime beaucoup penser à l'hypnose comme un processus écologique, puisque c'est un processus naturel qui appuie sur des bases naturelles. C'est un processus durable. Donc, au départ, mon bouquin devait s'appeler vers une médecine humaniste et écologique. Puis on m'a dit, oh, ça fait trop chic. Bon, alors, j'ai changé le titre. Et puis la notion d'humanisme, l'humanisme avec vraiment cette idée que les ressources de chacun, de tous les patients, sont bien plus vastes et bien plus surprenantes que celles que nous avons pu apprendre dans la médecine traditionnelle. Et qu'elles sont là, dans la conscience virtuelle. Voilà, elles peuvent être activées. L'hypnose, c'est un activateur, c'est un révélateur, c'est un dynamiseur. Voilà, ça n'aide pas toujours ni tout le monde, ni comme on voudrait, ni aussi simplement, mais en tout cas, ça permet de faire déjà beaucoup de choses. Voilà ce bel arbre qui a poussé depuis le tout petit là, qu'on m'a confié en 86. Voilà, il va se multiplier, n'est-ce pas? Et puis, derrière ces arbres ou dans le sol ou je ne sais pas quoi, autour d'eux, eh bien, voilà, il y aura toujours émergence. Je vous remercie. Bravo à vous, merci. C'est vraiment un très développé, elle est d'actualité. Cependant, vous avez fait des actions au niveau de l'OMS. Cependant, il serait judicieux de mener une action pour que ça soit enseigné au niveau des facultés de médecine. Oui, c'est là ce qui est parce que au niveau des écoles, de demain des formations initiales. Ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement. Vous voyez, je vais raconter une anecdote. Évidemment, depuis 35 ans, j'en ai eu des anecdotes. Celle-là, elle était troublante. On m'avait demandé de présenter la communication thérapeutique dans une revue dédiée à la formation. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça fait 15 ans, ça. Voilà, donc je fais un article sur la communication thérapeutique et cette revue, le journaliste était allé voir aussi le doyen le vice-doyen des universités de médecine en France. Ce n'était pas le doyen, c'était le… Donc, il y a un article, je vois encore la forme de l'article, il était tout en longueur comme ça, et puis ça commence bien. Ouais, c'est super important, la communication, les échanges, l'interaction, savoir écouter, savoir être gna 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 gna. Oh, c'est super important. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas 3 jours à consacrer à cette discipline-là. Il y a tellement de choses déjà dans les études médicales. On ne peut pas en rajouter. 3 jours. Même 2 peut-être. Ah, c'est pas possible. Ça dure quand même 8 ans, les études médicales. On n'a pas 2 jours. Ah, quand j'ai lu le début de l'article, je me suis dit, waouh, super, oh là là, t'as coup, paf. Monsieur Véraud, pas obligatoirement pendant l'enseignement de la médecine générale, mais créer au moins un DU. Ah ben ça, il y en a des DU d'hypnose, hein. Ça existe. Ah oui.
Ça existe, ça existe. Bon, ben voilà, je vous remercie encore et puis on va faire une pause de quelques minutes. Ah ben, vas-y, pose une question. Ah, il faudrait le micro. Au fil des échanges, et particulièrement de la recherche, je me dis que toutes nos actions sont tournées vers le patient. Mais tu sais, Claude, que mon dada, c'est le management, et que dans les établissements de soins, mais partout ailleurs, un management toxique, parce que les cadres de différentes sortes sont pris entre la direction et la base, aucun management n'est humain actuellement. Moi, je vois dans les formations des cadres qui arrivent en pleurant. On vient chercher de la bientraitance pour nous. Comment est-ce qu'un cadre qui ne sait pas ce que c'est que la bientraitance parce qu'il est maltraité peut enseigner des soins humains pour les patients? Donc, je me demande jusqu'à quel point il ne faudrait pas intégrer cette notion d'enseignement pour les cadres, pour leur faire, moi, mon dada, c'est de dire de distinguer le costume personnel du soignant de son costume professionnel et vraiment de s'adapter à chacun. Est-ce que ça ne rentre pas dans la recherche concernant le burn-out des soignants? Oui, c'est vrai que dans la recherche burn-out, on a travaillé qu'avec les soignants de terrain. On n'a pas travaillé avec les... C'est le b.a.-ba. Eh ben, toutes les idées sont bonnes à prendre. Après, peut-être que c'est peut-être cette voie-là qu'on va développer, je ne sais pas. Jusqu'à fin 2019, il y avait plein de cadres qui venaient aux formations, c'était top. 2020, et là, ça reprend un petit peu. 2020, il n'y a eu personne. On a vu ce que ça a donné. Hein. Les soignants qui sont... Moi, j'entends, par certains hôpitaux que je connais bien, c'est une catastrophe. Les psychologues du travail disent que ça vient du management. Ouais. Alors, les soignants sont en burn-out, un paquet. Hein. Eh bien, on va en parler tout de suite. Oui. Je vais bien te répondre puisque la question est adressée à moi, mais enfin, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais enfin, on sait que l'hôpital effectivement public est un lieu extrêmement maltraitant. Je crois que c'est le deuxième ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus quel est le premier. Enfin, en tout cas, c'est très, très maltraitant et énormément de soignants qui sont en grande souffrance. La période Covid, en plus, a rien arrangé parce que voilà, vous savez tous ce qui s'est passé. Après, il y a quand même des petites choses qui sont en train de se passer, puisqu'il y a des formations, comme tu disais, pour Alès, des projets de former les ouais, il y a des choses qui se mettent à pousser. Moi, à titre personnel, j'ai été contacté par l'IFSI de mon hôpital pour faire des initiations aux élèves infirmières sur la communication thérapeutique. Donc, les choses bougent. Mais c'est sûr que c'est... oui, ouais. Mais par contre, voilà, il y a un vrai problème de la santé en France. Je ne sais pas si l'hypnose va le régler. Si je voulais prolonger ton idée, parce qu'il y a cette idée de s'occuper des patients, de s'occuper des soignants, de s'occuper du management, si on va aller jusqu'au bout de l'idée, il faudrait aussi pouvoir travailler avec les responsables administratifs des hôpitaux qui donnent les consignes et qui orientent beaucoup les choses. Bon, on va en rester là parce qu'on va faire une pause de quelques minutes. Bonjour. On va reprendre dans 10 minutes.